À l'aube, Ephua-Azante fut traîné à travers le portail en fer du manoir, pieds nus sur la pierre froide, l'uniforme de domestique déchiré à la manche. Une foule se rassembla tandis que les accusations fusaient voleuses, ingrates, remplaçables. Elle ne supplia pas. Elle serra contre sa poitrine un petit sac en tissu. À l'intérieur, le médicament qu'elle avait économisé pour son frère malade. De l'autre côté de la route, l'homme sans abri qu'elle nourrissait chaque soir sortit de l'ombre. Veste sale, visage marqué de bleu, regard ferme. Cassie s'avança pour la protéger, et le chef de la sécurité le jeta au sol comme un déchet. Le silence se brisa lorsqu'une berline noire de direction s'arrêta. La vitre se baissa. Une voix calme trancha le chaos. Appelez le conseil d'administration. Dites-leur que leur PDG est ici. Avant de commencer, de quel pays regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Partagez-le en commentaire. Si les histoires de justice, de guérison et de vérité cachée vous touchent, abonnez-vous pour suivre ce parcours. Ephua-Azante se réveillait chaque jour avant que le premier appel à la prière ne traverse le quartier. La ville d'Accra dormait encore à moitié à cette heure-là, ses rues calmes, à l'exception du bourdonnement lointain des bus qui chauffaient leurs moteurs et des aboiements occasionnels d'un chien errant. Elle se levait de son mince matelas posé au sol dans les quartiers des domestiques, prenant soin de ne pas réveiller les autres servantes, et pliait sa couverture avec une précision habituelle. Il y avait du réconfort dans la routine. Elle lui offrait quelque chose de solide à quoi s'accrocher dans une vie qui offrait rarement des certitudes. Au moment où le soleil commençait à dépasser les murs de la propriété, Ephua frottait déjà les sols du manoir de Madame Abanamensa. La maison était grande, étincelante, remplie d'un silence coûteux. Les surfaces en cristal reflétaient sa petite silhouette tandis qu'elle passait de pièce en pièce, son uniforme fané effleurant le marbre poli. Personne ne la saluait le matin. Personne ne lui demandait comment elle avait dormi. Dans cette maison, Ephua n'existait que pour le travail qu'elle accomplissait de ses mains. Madame Abana aimait que les choses soient faites d'une certaine manière. Les chaussures alignées à des angles parfaits, les rideaux tirés exactement à la même hauteur, le petit déjeuner servi à cette heure précise quoi qu'il arrive. Quand quelque chose allait mal et cela arrivait souvent, son mécontentement tombait rapidement, ses paroles tranchantes blessant plus profondément qu'une gifle. Ephua avait appris à baisser les yeux et à accepter. Répondre ne ferait qu'aggraver les choses. Ce que Madame Abana ignorait, c'est que chaque cédille qu'Ephua gagnait était déjà dépensé dans son esprit. Ses pensées étaient toujours tournées vers son jeune frère Yao, resté à Kumasi. 16 ans, trop mince, trop silencieux ces derniers temps. Les médecins disaient que son cœur était faible, qu'une opération l'aiderait, mais qu'elle coûterait bien plus qu'Ephua ne pouvait imaginer. Chaque mois, elle envoyait ce qu'elle pouvait, sautant des repas, économisant des pièces, promettant à Yao au téléphone que les choses iraient bientôt mieux. C'était cette promesse qui la faisait tenir. En fin d'après-midi, lorsque la chaleur écrasait la propriété et que Madame Abana se retirait dans sa chambre climatisée, Ephua avait droit à une courte pause. Elle sortait par la porte de service et marchait vers le marché en bord de route. L'odeur des bananes plantain frites et du poisson grillé se mêlait à la poussière et au gaz d'échappement. Là, la ville semblait vivante. Les vendeurs criaient leurs prix, les enfants se faufilaient entre les étals, les rires montaient et descendaient comme une musique. C'est là qu'elle le remarqua pour la première fois. Assis au bord du trottoir près de l'arrêt de bus, légèrement à l'écart des autres mendiants. Ses vêtements étaient usés mais propres d'une manière soignée, comme s'il tentait de préserver un certain ordre malgré sa situation. Une veste sombre pendait sur ses épaules, ses chaussures étaient presque méconnaissables tant elles étaient abîmées. Il ne criait pas pour attirer l'attention. Il ne tendait pas la main. Il regardait simplement le monde passer, calme, observateur. Ephua hésita. Elle avait déjà si peu pour elle-même. Mais quelque chose dans la dignité silencieuse de cet homme la troubla. Lorsqu'elle acheta une petite portion de riz et de ragoût, elle se retrouva à marcher vers lui sans avoir vraiment décidé de le faire. « S'il vous plaît » dit-elle doucement en lui tendant le plat. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Il leva les yeux, surpris, puis sourit lentement, comme si le geste comptait davantage que le repas. « Merci » répondit-il d'une voix stable et chaleureuse, pas la voix de quelqu'un qui avait abandonné. Elle hocha la tête maladroitement et s'éloigna. Elle ne s'attendait pas à une conversation. Mais le lendemain, puis le jour suivant, elle s'arrêta de nouveau. Parfois avec de la nourriture,
parfois simplement une bouteille d'eau. Il ne lui demanda jamais son nom. Il ne demanda jamais plus. Finalement, ils commencèrent à parler. Il s'appelait Cassie, dit-il, sans donner de nom de famille. Il choisissait ses mots avec soin. Quand Efua se plaignait de ses pieds douloureux ou des longues heures de travail, il l'écoutait comme si ses difficultés comptaient vraiment. Lorsqu'elle mentionna son frère, ses yeux s'adoucirent, et il posa des questions délicates sans insister. « Que faisiez-vous avant, tout ça ?» demanda-t-elle un jour en désignant vaguement la rue. Cassie haussa les épaules. « Beaucoup de choses. La vie change plus vite qu'on ne le pense. » Il n'y avait ni amertume ni apitoiement dans son ton. C'est cela, plus que tout, qui fit naître la confiance d'Efua. Mais tout le monde n'appréciait pas sa bonté. Nana Akosua Mansa fut la première à remarquer. Nièce de Madame Abana, venue du centre-ville, toujours vêtue de couleurs éclatantes et d'assurance. Elle aimait s'asseoir sur le balcon l'après-midi, observant les allées et venues comme si le monde existait pour son divertissement. Un jour, ses yeux perçants suivirent Efua alors qu'elle sortait avec un petit paquet dissimulé sous son tablier. « Où vas-tu avec ça ?» demanda Nana Akosua d'un ton nonchalant. Efua se figea. « Juste acheter quelque chose pour madame, » répondit-elle. Le mensonge glissa facilement après des années d'habitude. Nana Akosua sourit, mais ses yeux restèrent froids. « Sois rapide. Et souviens-toi de ta place. » L'avertissement fut plus direct encore de la part de Kojo Badu, le chef de la sécurité. Il intercepta Efua un soir alors qu'elle revenait par la porte de service. « Je t'ai vu, » dit-il en lui bloquant le passage. « Parlez à cet homme dehors. » Le cœur d'Efua se mit à battre plus fort. Il ne fait rien de mal. Madame n'aime pas que son personnel se mêle à des gens comme ça. Ça apporte des problèmes. Kojo se pencha vers elle. « Tu veux perdre ton emploi ?» Efua pensa à Yao, au couloir d'hôpital, aux prières sans réponse. Elle secoua la tête. « Alors arrête, » dit Kojo en s'écartant. Cette nuit-là, Efua resta éveillée à fixer le plafond. Elle se promit d'obéir, de garder la tête baissée comme toujours. Mais le lendemain, lorsqu'elle vit Cassie à son endroit habituel, quelque chose en elle refusa de détourner le regard. Elle lui apporta de nouveau de la nourriture. La tension grandit, silencieuse mais évidente, comme l'air avant une tempête. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que les étals fermaient, Kojo s'approcha d'eux, posture agressive. « Je t'ai dit de partir » lança-t-il à Cassie. Cassie se leva lentement. Il n'était pas grand, mais quelque chose d'inébranlable émanait de sa posture. « Je ne cause aucun problème » répondit-il calmement. Kojo leva la main, prêt à le repousser. Sans réfléchir, Efua s'interposa. « S'il vous plaît. Il n'a rien fait de mal. » La rue devint silencieuse. Kojo la fixa, incrédule. Personne n'avait jamais vu Efua Azande défier l'autorité. « Tu risquerais tout pour lui » demanda-t-il froidement. Efua ne répondit pas. Sa posture petite, sans défense, mais droite suffisait. Quelque chose changea alors. Pas seulement dans le regard de Kojo, mais dans celui que Cassie posa sur elle. Le regard d'un homme qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais pas cela. Pas quelqu'un comme Efua. Après cette soirée à l'arrêt de bus, rien ne fut plus pareil pour Efua Azande. Elle retourna au manoir le cœur battant, sentant encore le poids du regard glacial de Kojo Badu. Les gardes ne dirent rien, mais leur silence pesait plus lourd que des mots. Elle se lava les mains, changea d'uniforme, reprit le travail comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose en elle avait bougé. Pour la première fois depuis son arrivée chez Madame Abana Mensa, elle avait franchi la ligne, et le monde ne s'était pas écroulé. Madame Abana semblait ignorer la situation, ou choisissait de ne pas la voir. Nana Akosua, en revanche, surveillait Efua de près. Ses regards étaient chargés de curiosité et d'un mépris à peine dissimulé. Un après-midi, Nana Akosua la fit appeler dans le salon élégant et frais. « Assieds-toi, » dit-elle. Efua resta debout. « Oui, madame. J'ai remarqué tes habitudes. Sortir, apporter de la nourriture, parler à certaines personnes. » La poitrine d'Efua se serra. « Je ne fais cela que pendant ma pause. »« Ce n'est pas la question, » répondit Nana Akosua en souriant. « La question, c'est l'image. Nous ne voulons pas que les voisins pensent que notre personnel fraternise avec des mendiants. »« Je ne fraternise pas, »
murmura Efua. Tu es imprudente, coupa Nana Akosua. Et l'imprudence a des conséquences. Plus tard, près de l'arrêt de bus, Kojo revint. Cette fois, sa patience avait disparu. Je t'ai dit d'arrêter. Tu me provoques. Cassie se leva avant qu'Efua ne parle. Ce n'est pas elle le problème. C'est moi. Si vous cherchez un coupable, blâmez-moi. Kojo éclata d'un rire sec. Tu te crois noble? Tu n'es rien. C'est un être humain, lança Efua plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Des regards se tournèrent vers eux. Kojo recula légèrement. Ce n'est pas fini, dit-il à Cassie. Puis, se tournant vers Efua, tu regretteras ça. Cette nuit-là, Efua ne put pas dormir point et la peur se mêlait à autre chose. Peut-être de la détermination. Elle savait qu'elle risquait tout. Son emploi. Sa capacité à envoyer de l'argent à la maison. Le fragile sentiment de sécurité qu'elle avait réussi à construire. Mais l'idée d'abandonner Cassie, de faire comme si elle ne l'avait jamais vue comme un être humain, lui semblait pire encore. Les jours suivants, elle remarqua des changements subtils. Les hommes de Kojo traînaient plus longtemps que d'habitude près de l'arrêt de bus. Nana Akosua parlait à voix basse avec Madame Abana, leur regard glissant parfois vers Afua. Et puis il y eut des moments qui troublèrent Afua d'une autre manière. Un après-midi, un agent municipal s'arrêta près de l'arrêt de bus, se disputant bruyamment avec une vendeuse au sujet d'un permis. Cassie intervint avec quelques phrases calmes, citant des règlements qu'Afua n'avait jamais entendus. L'agent hésita, puis recula en marmonnant. « Mes excuses. » Afua fixa Cassie lorsque l'homme partit. « Comment savais-tu tout ça ?» Cassie haussa les épaules. « On apprend des choses avec le temps. » Un autre jour, Afua se débattait avec un problème administratif. Le renouvellement de sa carte d'identité avait été retardé, et sans elle, elle risquait de perdre son emploi. Elle en parla à Cassie, frustrée. « Puis-je passer un appel ?» demanda-t-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'était déjà écarté, sortant un vieux téléphone de sa poche. Afua capta des fragments de conversation. Un langage formel, un ton assuré, un nom prononcé avec familiarité. Quelques minutes plus tard, il revint. « Retourne-y demain. Demande le superviseur. Ce sera réglé. » Elle fit comme il avait dit. Cela fonctionna. La gratitude qu'elle ressentit était mêlée de confusion. « Cassie, à qui parlais-tu » Son expression se referma légèrement. Un ancien contact. D'avant. Avant quoi? Avant que les choses ne changent, répondit-il doucement. Afua voulut insister, mais quelque chose dans son regard l'en empêcha. Ce qu'il cachait ne semblait pas né de la malveillance. Elle le sentait instinctivement. Pourtant, une distance s'installa. Pas physique, il continuait à se voir chaque jour mais émotionnel. Afua avait l'impression de se tenir au bord d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. La tension éclata un soir lorsque Kojo revint avec 2 gardes. « Ça s'arrête ce soir », déclara Kojo en agrippant la veste de Cassie. « Tu n'as rien à faire ici. » Cassie ne résista pas. Il regarda Afua. « Ça va aller », dit-il doucement. La peur d'Afua se transforma en résolution. Elle s'avança et se plaça entre eux. « Si vous le touchez, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, vous devrez répondre aux gens qui regardent. » La foule s'était agrandie. Des téléphones étaient levés. Des murmures circulaient. Kojo hésita. « Prends ta nourriture et pars », grogna-t-il à Cassie. « Et ne reviens pas. » Cassie hocha lentement la tête. Il se tourna vers Afua, son regard intense. « Merci. Pas seulement pour ce moment. Pour tout. » Alors qu'il s'éloignait dans la pénombre du soir, Afua ressentit une douleur qu'elle ne savait nommer. Elle ignorait quand elle le reverrait. Elle ignorait quelles seraient les conséquences. Mais elle savait une chose avec certitude. Quoi que Cassie cache, quel que soit le danger qui l'entourait, il avait changé quelque chose en elle. Et une fois changée, elle ne pourrait jamais redevenir celle qu'elle était. Les jours qui suivirent la disparition de Cassie de l'arrêt de bus furent lourds et lents pour Afua Azante. Elle retourna au manoir avec un sentiment de perte qu'elle ne pouvait expliquer à personne. Ni aux autres domestiques qui chuchotaient derrière les portes fermées. Ni à Madame Abana Mensa qui continuait de donner des ordres comme si rien n'avait changé. Afua accomplissait ses tâches comme une ombre. Ses mains travaillaient tandis que son esprit revivait le dernier regard de Cassie,
la gratitude silencieuse dans ses yeux. Elle se disait que c'était mieux ainsi. Kojo Badu avait clairement fait comprendre que le danger approchait. La distance signifiait la sécurité. La sécurité signifiait la survie pour elle et pour Yao. Mais la ville refusait d'enterrer les choses. 3 jours plus tard, alors qu'Afua nettoyait la salle de bain des invités, la voix de Nana Akosua fendit le couloir. « Afua, viens ici. » Afua essuya ses mains et entra dans le salon. Nana Akosua se tenait près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, l'expression irritée. Elle raccrocha brusquement. « Tu es distraite, dit-elle. Des choses disparaissent. Des tâches restent inachevées. Je suis désolée, madame. Cela ne se reproduira pas. » Nana Akosua la fixa. « Assure-toi que non. Ma tante n'est pas patiente. » Afua comprit. Elle était surveillée plus que jamais. Cet après-midi-là, on l'envoya au bureau municipal pour récupérer des documents liés au service de la maison. Une course qui impliquait des heures d'attente. Elle rejoignit la file, prête pour une longue journée. Quand son tour arriva, le fonctionnaire fronça les sourcils. Il manque un tampon d'autorisation. Revenez un autre jour. Les épaules d'Afua s'affaissèrent. S'il vous plaît. Suivant. Elle s'écarta, les larmes aux yeux. Une voix familière s'éleva derrière elle. Excusez-moi. Afua se retourna, le souffle coupé. Cassie se tenait là, plus propre qu'elle ne l'avait jamais vue. Veste repassée. Chaussures brillantes. Posture assurée. Toujours fatiguée, toujours grave, mais différent. Cassie. Il sourit. J'espérais te trouver ici. Il s'adressa au fonctionnaire avec calme et autorité, citant des codes administratifs, appelant l'homme par son nom. Le fonctionnaire se raidit, consulta l'ordinateur, puis tamponna les documents. Bien sûr. Mes excuses. Dehors, Afua le regarda, bouleversé. Comment as-tu fait ça? Je connais le système, répondit-il prudemment. Ce n'était pas juste connaître le système. Il t'a écouté. Cassie détourna le regard. Tout chez moi n'est pas ce qu'il semble être. Ils marchèrent ensemble un moment. Afua remarqua les regards discrets que les passants jetaient à Cassie. De légers signes de reconnaissance. Incompréhensible pour un sans-abri. Pourquoi as-tu disparu? Demanda-t-elle enfin. Pour te protéger. Kojo allait trop loin. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de mettre fin à tout ça correctement. Ils s'arrêtèrent dans une rue calme. Afua, il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Pas parce que je ne te fais pas confiance. Mais parce qu'une fois que tu les sauras, tu seras en danger. Je le suis déjà. Avant qu'il ne réponde, un SUV noir passa lentement. Le corps de Cassie se tendit presque imperceptiblement. On ne devrait pas parler ici. Pas aujourd'hui. Plus tard, lors d'une réception organisée par Madame Abana, Afua surpris une conversation. Le PDG d'Ademi Logistique a disparu depuis des mois. Des rumeurs partout. Le nom frappa son esprit. Ademi. Cette nuit-là, elle alluma le vieux téléphone que Cassie lui avait prêté autrefois. Notification. Email. Appel manqué. Réunion du conseil. Inquiétude des actionnaires. Docteur Kofia Ademi. Son souffle se coupa. Cassie Ademi. La vérité la frappa de plein fouet. Le lendemain, elle le confronta dans un café. Je sais. J'ai vu ton téléphone. Il ferma les yeux un instant. J'allais te le dire. Après m'avoir testé assez longtemps. Ce n'était pas un test. Je me cachais. De mon oncle. De gens qui veulent me détruire. Et moi, j'étais quoi? Un dommage collatéral? Non. Tu es la raison pour laquelle je me suis souvenu de qui j'étais. Je n'ai pas accepté de faire partie de ta guerre. Je t'ai donné à manger parce que tu étais humain. Et c'est pour ça que ça fait mal, répondit-il doucement. Tu m'as menti. Je t'ai protégé. Tu n'as pas le droit de décider ça pour moi. Elle partit, le laissant seul. Les jours suivants, Afua tenta de redevenir invisible. Plus de pauses l'après-midi. Plus de sorties par la porte de service. Si elle devenait transparente, peut-être que la tempête passerait. Mais les tempêtes ne contournent pas les innocents. 4 jours après leur confrontation, le cri de Madame Abana déchira la propriété. Mes bijoux.
Le silence coûteux du manoir vola en éclats. Afua était à la buanderie quand Nana Akosua surgit. Lâche ça et viens. Dans la chambre principale, les tiroirs étaient ouverts, les écrins renversés. Kojo Badu se tenait là, bras croisés. Madame Abana pointa Afua du doigt. Tu nettoies ici tous les jours. Et maintenant mon ensemble en or a disparu. Le collier. Les boucles d'oreilles. Tu sais combien ça vaut? Le cœur d'Afua battait douloureusement. Je n'ai rien pris. Je le jure. Nana Akosua s'avança. Peut-être devrions-nous fouiller sa chambre, juste pour être sûr. Un frisson parcourut Afua. Ce n'était pas un soupçon. C'était un plan. Fouiller, ordonna Kojo. On la conduisit à travers la propriété comme si elle était déjà coupable. Les autres employés regardaient en silence. Dans sa petite chambre, Kojo commença à tout renverser, méthodique, presque cruel, détruisant le peu d'ordre qu'Afua avait réussi à construire pour survivre. Nana Akosua se tenait à l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'expression vaguement ennuyée, comme si tout cela n'était qu'un spectacle. Puis Kojo glissa la main sous le matelas d'Afua. Le souffle d'Afua se bloqua. Il en sortit une pochette en velours. Un silence tomba dans la pièce. Kojo la leva lentement, la faisant tourner pour que tout le monde voie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, même si ses yeux montraient qu'il connaissait déjà la réponse. Afua fixa la pochette comme si c'était un serpent. « Ce n'est pas à moi, murmura-t-elle. Kojo l'ouvrit. L'or brilla dans la lumière tamisée. Le collier de madame. Les boucles d'oreilles. Exactement l'ensemble qu'Afua avait vu scintiller sur la coiffeuse. Quelqu'un haleta derrière eux. Les genoux d'Afua faillirent céder. La pièce sembla tourner. Son esprit cherchait une explication, n'importe quelle logique. Elle n'y avait pas touché. Elle n'avait jamais été seule dans cette chambre. Les gardes entraient et sortaient. Nana Akosua circulait librement. Le personnel changeait d'équipe. Mais la vérité importe peu quand le pouvoir veut une histoire. Madame Abana arriva quelques secondes plus tard, escortée comme une reine au cœur de sa propre accusation. Lorsqu'elle vit les bijoux dans la main de Kojo, son visage se déforma de dégoût. « Alors c'est toi » dit-elle d'une voix tremblante de rage. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'avoir nourri, logé. Voilà comment tu me remercies. » Afua força sa voix à sortir. « Madame, je n'ai pas fait ça. S'il vous plaît, quelqu'un les a placés là. » Nana Akosua ricana doucement. « Placés sous ton matelas. » Les yeux d'Afua lancèrent des éclairs. « Vous m'observiez. Vous cherchiez une raison. » L'expression de Nana Akosua se durcit un instant. Juste une seconde. Puis elle se reprit. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» Kojo s'approcha, la dominant. « C'est fini pour toi, » dit-il. La gorge d'Afua brûlait. Elle pensa à Yao. À sa promesse. Son esprit criait « Pas comme ça. Pas avec mon nom détruit. » Elle se tourna vers Madame Abana. « Madame, s'il vous plaît, si vous appelez la police, ma vie sera ruinée. Laissez-moi prouver que ce n'est pas moi. » Madame Abana resta froide comme la pierre. La police décidera. Kojo sourit en attrapant son téléphone. C'est alors qu'un jeune garde entra précipitamment. « Monsieur, il y a quelqu'un au portail. »« Qui ?» ?»« Il dit qu'il vient pour la domestique. » Efua Azante. Afua se figea. Kojo plissa les yeux. « Faites-le entrer. » Une minute plus tard, Cassie entra dans les quartiers des domestiques. Plus de vestes sales. Plus de silhouettes effacées. Il portait une chemise simple et propre, un pantalon sombre. Mais c'était surtout sa posture qui remplissait la pièce. Calme. Maîtrisé. Sans peur. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le cœur d'Afua se serra. Elle ne voulait pas qu'il soit là. Elle ne voulait pas être sauvée ainsi. Pas après l'avoir quitté. Kojo s'avança agressivement. « Toi encore. » Cassie posa son regard successivement sur Kojo, Madame Abana, Nana Akosua, puis sur Afua, les yeux humides mais défiants. « J'ai entendu qu'il y avait une accusation. Et que la police était appelée. » Madame Abana ricana. « Et qui êtes-vous pour intervenir? Un homme de la rue ?» Cassie ne sia pas. « Je suis quelqu'un qui sait reconnaître l'injustice. Et je sais qu'Afua n'a pas volé vos bijoux. » Nana Akosua éclata d'un rire moqueur. « Ah oui?
Et comment le sauriez-vous? Cassie soutint son regard. Parce que c'est un coup monté. Un coup monté très maladroit. La mâchoire de Kojo se crispa. Surveillez vos paroles. Cassie se tourna vers lui. Si vous voulez la vérité, faites les choses correctement. Appelez la police, oui. Mais vérifiez aussi qui avait accès à la chambre principale et au quartier des domestiques. Consultez les registres de sécurité. Les caméras du couloir. Un léger trouble passa sur le visage de Kojo. Les caméras étaient en panne, dit-il rapidement. Problème d'électricité. Opportun, répondit Cassie. Les policiers arrivèrent. Nana Akosua raconta son histoire avec des larmes calculées. Kojo présenta la pochette comme un trophée. Quand on demanda à Afua de parler, sa voix fut ferme. Je n'ai rien volé. Je crois que cela a été placé là. Avez-vous des preuves? Demanda l'agent. Pas encore. Cassie intervint. Vérifiez les caméras. Les registres. Quelqu'un a apporté cette pochette. Après un long silence, l'agent déclara. Il n'y a pas assez d'éléments pour une arrestation immédiate. Nous ouvrirons une enquête. Madame Abana se redressa. Très bien. Pas d'arrestation. Mais elle est renvoyée. Immédiatement. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Afua. Elle n'est plus la bienvenue chez moi. Kojo, faites-la sortir. Kojo lui jeta son petit sac. Avance. Afua jeta un seul regard à Cassie. Son visage était tendu de colère contenue. Elle secoua légèrement la tête, comme pour dire « Ne le fais pas. Ne me sauve pas avec ton pouvoir. » Le pire n'était pas le renvoi. Le pire était de franchir ce portail avec son nom sali. Sans argent. Sans toi. Avec un frère malade qui attendait un espoir qu'elle ne savait plus comment donner. Elle sortit le dos droit. Le portail de fer se referma derrière elle avec un claquement définitif. Elle serra son petit sac contre elle. À l'intérieur, une robe de rechange, un foulard usé, et les reçus médicaux de Yao. Preuve que sa vie n'avait jamais été guidée par l'avidité. Elle marcha dans les rues d'Accra, vivante et bruyante, sans destination. Où aller? Comment envoyer de l'argent à Yao? Comment survivre à la nuit? Son téléphone vibra. Plusieurs appels manqués. Un message. Cassie, où es-tu? Je ne te laisserai pas dormir dehors. La colère monta. Elle répondit, ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. La réponse arriva aussitôt, ce n'est pas te sauver. C'est assurer ta sécurité. Dis-moi où tu es. Elle hésita. Puis elle envoya sa position. 10 minutes plus tard, une voiture ordinaire s'arrêta. Pas un SUV de luxe. Pas une berline exécutive. Juste une voiture simple. Cassie en sortit. Sans éclat corporatif. Sans masque de pauvreté. Juste un homme fatigué, urgent. Afua. Elle resta silencieuse. Je suis désolé. J'aurais dû empêcher que ça aille jusqu'à la police. Tu aurais dû me dire qui tu étais. Oui. Un silence lourd s'installa. Je ne peux pas revenir en arrière, dit-elle doucement. Même si la vérité éclate plus tard, mon nom est déjà sali. Sa voix se brisa en parlant de son frère. Yao a besoin de ses médicaments. Je ne sais même pas comment passer à demain. Monte dans la voiture. Juste pour ce soir. Une chambre. Une douche. De la nourriture. Pas de caméra. Pas de drame. Si c'est ton Pantouse. Non. C'est un petit appartement. À moi. Pas à ma société. Pas à mon oncle. À moi. Ce mot comptait. À moi. Elle monta. L'appartement était modeste. Propre. 2 pièces. Une petite cuisine. Un canapé usé. Quelques livres soigneusement empilés. Aucune trace d'opulence. Tu peux prendre la chambre, dit Cassie. Je dormirai sur le canapé. Afua voulut refuser. Mais elle était trop fatiguée pour continuer à se battre contre tout point. Où sont les toilettes? Demanda-t-elle doucement. Cassie indiqua le couloir du doigt. Afua verrouilla la porte derrière elle une fois à l'intérieur. La salle de bain était simple, mais lorsque l'eau devint chaude, cela lui parut comme une miséricorde. Elle resta longtemps sous le jet, laissant l'eau emporter l'humiliation de la journée, couler sur son uniforme déchiré, sur les blessures invisibles qui ne se voyaient pas sur la peau mais vivaient dans sa poitrine.
Quand elle finit par couper l'eau, ses mains tremblaient. Dans le miroir, elle vit une jeune femme qui paraissait plus âgée que ses 24 ans, quelqu'un qui avait été forte trop longtemps, quelqu'un dont la force était devenue une prison. Efua s'enveloppa d'une serviette et ouvrit la porte avec précaution. Elle trouva un ensemble de vêtements propres pliés sur le canapé. Un simple pyjama en coton, clairement acheté à la hâte. Cassie se tenait dans la cuisine, remuant quelque chose dans une casserole. L'odeur du riz et d'une soupe légère emplissait l'appartement. « Je ne savais pas ce que tu aimes, » dit-il sans se retourner, comme pour lui laisser de l'espace. « Mais tu dois manger. » Efua s'assit à la petite table et l'observa. Le silence entre eux était différent maintenant, moins chargé de colère, plus brut. Le genre de silence qui n'est quand deux personnes sont trop fatiguées pour faire semblant. Lorsqu'il posa un bol devant elle, Efua le fixa comme si c'était irréel. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle. « Je ne peux pas te rembourser. » Les yeux de Cassie s'adoucirent. « Efua, je ne tiens pas un registre de ta vie. » Quelque chose se fissura en elle. Efua prit la cuillère, mais sa main tremblait tellement que le métal tinta contre le bol. Sa respiration se bloqua. Elle tenta d'avaler, mais les larmes arrivèrent avant qu'elle puisse les retenir. Soudain, elle pleurait d'abord doucement, puis profondément, les épaules secouées comme celles d'un enfant à qui l'on permet enfin de s'effondrer. Cassie ne se précipita pas pour la toucher. Il resta là où il était, stable, respectueux, lui laissant l'espace de se briser sans honte. « J'ai tout fait correctement, » murmura Efua à travers ses larmes. « J'ai travaillé. J'ai obéi. Je n'ai jamais volé. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai seulement essayé de vivre. » La gorge de Cassie se serra comme s'il avalait sa propre douleur. « Je sais, » dit-il doucement. « Je t'ai vu. » Efua essuya son visage du revers de la main, colère et chagrin mêlés. « Alors pourquoi tu ne l'as pas arrêté plus tôt ?» Les yeux de Cassie s'abaissèrent. « Parce que chacun de mes mouvements m'expose, » admit-il. « Et quand je suis exposé, mon oncle frappe plus fort. Il utilise les gens. Il détruit des réputations. » Il marqua une pause, la voix tendue. « Il t'aurait détruite de toute façon s'il avait cru que tu comptais pour moi. » La poitrine d'Efua se serra. Elle détestait que cela sonne si vrai. « Alors j'étais une cible, » dit-elle. Cassie releva les yeux. « Tu n'étais pas censé l'être. » Efua eut un rire bref, amer et brisé. « Mais je le suis. » Un long silence suivit. L'air semblait épais de choses qu'aucun d'eux ne voulait dire trop tôt. Finalement, Cassie parla, la voix basse. « Efua, je suis désolé d'avoir menti. Je pensais que cacher mon nom te protégerait, mais ça ne l'a pas fait. Ça t'a seulement rendu vulnérable. » Dans la lumière tamisée, son visage semblait dépouillé de toute mise en scène. Il n'était plus l'homme sans abri. Il n'était pas non plus le PDG intouchable. Il était simplement un homme qui avait fait des choix et regrettait leur prix. Les larmes d'Efua ralentirent. Sa respiration se stabilisa. Dans ce silence fragile, elle réalisa qu'elle ne regrettait pas seulement le réconfort qu'il lui offrait. Elle regrettait la personne rencontrée à l'arrêt de bus, celui qui écoutait comme si sa douleur comptait. Cassie fit un pas prudent vers elle. « Je ne forcerai rien, » dit-il. « Ni la confiance, ni le pardon, ni l'amour. » Le mot resta suspendu, dangereux et honnête. Le cœur d'Efua battit violemment. L'amour n'était pas un conte de fées pour des filles comme elle. L'amour était un risque. L'amour était une perte. Cassie tendit la main lentement, lui laissant le temps de s'éloigner. Ses doigts effleurèrent les siens chauds, prudents, sans revendiquer. Le souffle d'Efua se coupa. Pendant une seconde imprudente, elle se pencha vers lui, attirée par une douceur dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Leurs visages se rapprochèrent. Assez pour un baiser. Efua s'arrêta. Elle recula non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle le voulait trop. Parce qu'elle savait ce que cela signifierait de lui faire confiance à nouveau. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. Les yeux de Cassie ne se durcirent pas. Ils s'adoucirent encore. « D'accord, » dit-il. « Alors on ne le fera pas. » Efua se leva, s'agrippant au bord de la table pour rester stable. « J'ai besoin de dormir, » dit-elle d'une voix petite. « J'ai besoin d'une nuit sans peur. »« Tu l'auras, » promit Cassie. Efua entra dans la chambre et referma la porte derrière elle. Elle s'assit au bord du lit,
le cœur battant encore fort, fixant l'obscurité. Dehors, sur le canapé, Cassie resta éveillé bien plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, écoutant la ville respirer. Comprenant que protéger Efua exigerait plus qu'une chambre pour la nuit. Il faudrait la vérité. Et la vérité avait des ennemis. Efua Azante se réveilla juste avant l'aube, le silence inhabituel pressant doucement contre ses sens. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était. La pièce était petite mais propre. L'air portait une légère odeur de savon et de riz cuit. Puis les souvenirs affluèrent, le portail claquant, la pochette de bijoux sous son matelas, le sourire satisfait de Nana à Kozua, et l'appartement silencieux de Cassie. Elle se redressa lentement, posant une main sur sa poitrine pour calmer son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas dormi avec une oreille tendue, attendant qu'on crie son nom. Cette réalisation apporta à la fois du soulagement et de la peur. Elle avait appris que la sécurité n'était jamais permanente. Efua sortit de la chambre et trouva Cassie déjà éveillée. Il se tenait près de la fenêtre, téléphone à l'oreille, la voix basse et contrôlée. « Pas encore. Non, ne bougez pas sans mon ordre. S'il sait que je suis actif, il ripostera. » Efua se figea. Cassie la remarqua et mit fin à l'appel. « Bonjour, » dit-il doucement. Efua hocha la tête. « Tu parlais de ton oncle ?» ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Et Kojo ?» Son estomac se serra. « Kojo n'est pas seulement un garde, » dit Cassie en passant une main dans ses cheveux. « Il rend des comptes plus haut. Il est utile à ceux qui ont besoin que certaines choses soient faites discrètement. » Efua absorba cela en silence. Elle repensa aux yeux froids de Kojo, à son aisance dans la cruauté. Tout cela correspondait trop bien. Cassie lui versa une tasse de thé et la fit glisser vers elle. « Nous devons être prudents aujourd'hui. » Avant qu'Efua ne puisse demander ce qu'il voulait dire, un coup soudain ébranla la porte de l'appartement. Ils se raidirent tous les deux. Cassie s'avança le premier, le corps tendu mais maîtrisé. Il regarda par l'œilleton, puis se détendit légèrement. « Reste ici, » murmura-t-il. Lorsqu'il ouvrit la porte, deux hommes inconnus se tenaient dehors. Jeunes, musclés, visage impassible. La peur monta instantanément en Efua. « On te cherche, » dit l'un d'eux à Cassie. « Tu ne devrais pas être ici. » La mâchoire de Cassie se crispa. « Je ne bouge pas. » L'homme fit un pas en avant. « Les ordres sont les ordres. » Avant même d'y penser, Efua entra dans leur champ de vision. « Laissez-le tranquille, » dit-elle. Les hommes la regardèrent, évaluant, méprisant. « Cela ne te concerne pas. » Cassie se plaça instinctivement devant elle. « Si, » dit-il calmement. « Et vous êtes en train de violer une propriété privée. » Le sourire de l'homme disparut. Il poussa violemment Cassie contre la poitrine. Tout alla trop vite. Efua cria son nom tandis qu'il trébuchait contre le mur. Le second homme se jeta en avant et frappa. Cassie esquiva de justesse, mais l'espace confiné jouait contre lui. Le bruit des coups résonna dans le couloir étroit. Les mains d'Efua tremblaient. Son esprit hurlait à l'aide, mais personne ne viendrait. L'un des hommes fit tomber Cassie au sol. « Non !» cria-t-elle. Elle attrapa le premier objet à portée de main, un lourd tabouret en bois et l'abattit entre eux. « Éloignez-vous de lui !» hurla-t-elle, la voix brisée mais féroce. Les hommes hésitèrent, surpris par sa détermination. Efua se plaça devant Cassie, tenant le tabouret comme un bouclier, le corps tremblant mais inflexible. « Touchez-le encore !» dit-elle entre ses dents serrées, « et tout l'immeuble vous entendra. Je crierai jusqu'à ce que tout le monde sache ce que vous faites. » Les hommes échangèrent un regard. Ce n'était pas censé devenir bruyant. « Très bien » marmonna l'un d'eux. Il se pencha vers elle, l'odeur d'alcool sur son souffle. « Mais il ne sera pas protégé éternellement. » Ils reculèrent et disparurent dans l'escalier. La porte claqua. Efua resta figée un instant, le tabouret toujours levé, le cœur battant douloureusement. Puis ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux près de Cassie, qui respirait difficilement, du sang coulant d'une coupure au-dessus de son sourcil. « Oh mon Dieu! Tu es blessé. » Cassie grimaça en se redressant. « J'ai connu pire, » dit-il légèrement, même si ses yeux trahissaient la douleur. Efua courut à la salle de bain, prit une serviette et la pressa doucement contre sa plaie. Ses mains étaient stables maintenant, portées par la colère.
C'est ça que ton oncle envoie? Des hommes comme ça? Cassie hocha sombrement la tête. Quand l'intimidation ne fonctionne pas, il intensifie. La mâchoire d'Efua se serra. Alors c'est un lâche. Cassie la regarda, une lueur d'admiration dans les yeux. Tu leur as tenu tête, dit-il doucement. Tu n'étais pas obligé. Afua soutint son regard. Toi non plus, quand Kojo m'a attaqué. Mais tu l'as fait. Ils restèrent un moment ainsi, l'air chargé d'une tension dangereuse et intime. Plus tard, dans la soirée, Efua reçut un appel d'un numéro inconnu. Efua Azante, dit une voix douce. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Sa main se crispa sur le téléphone. Qui est-ce? Un ami, répondit la voix. Un ami qui peut vous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé avec les bijoux dans la maison de Madame Abana. Le souffle d'Efua se coupa. Pourquoi m'aider? Parce que je suis fatigué de voir des innocents détruits. Et parce que vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez. L'appel prit fin. Efua fixa l'écran noir, le pouls affolé. Pour la première fois depuis qu'on l'avait traîné hors de ce portail, une étincelle d'espoir vacilla. Quelqu'un avait vu la vérité. Et si une personne l'avait vue, d'autres le pourraient aussi. Dehors, la ville bourdonnait, inconsciente que des lignes étaient en train d'être tracées entre pouvoir et justice, silence et vérité. Efua s'allongea sur le lit, regardant le plafond, sachant une chose avec une clarté soudaine. Elle ne se contentait plus de survivre à cette histoire. Elle entrait dedans. Efua Azante ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur le lit étroit de la chambre de la maison d'hôte, fixant le plafond pendant que le ventilateur bourdonnait doucement au-dessus d'elle. Chaque bruit semblait amplifier une chaise raclant quelque part dans le couloir, une voiture passant sur la route, l'aboiement lointain d'un chien. Son téléphone reposait sur l'oreiller à côté d'elle, comme une chose vivante, lourd du souvenir de l'appel anonyme. Un ami. Quelqu'un qui connaissait la vérité. Elle repassa la voix dans son esprit. Calme. Assurée. Non menaçante. Mais la prudence avait été gravée dans ses os par des années à survivre sous les règles des autres. La confiance était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. À l'aube, Afua se leva et se passa de l'eau froide sur le visage, s'ancrant dans la brûlure. Elle s'habilla simplement et s'assit au petit bureau près de la fenêtre, attendant. Si l'appel était réel, la personne la recontacterait. Si c'était un piège, le silence serait plus sûr que la panique. Son téléphone vibra juste après 8 heures. Numéro inconnu. Retrouvez-moi au bureau des archives publiques près d'OSU. 10 heures venez seul. Le cœur d'Efua cogna violemment. Elle tapa une réponse, l'effaça. Finalement, elle envoya un seul mot. Pourquoi? La réponse arriva presque immédiatement. Parce que vous méritez de récupérer votre nom. Efua ferma les yeux. Elle pensa à Yao, à l'enveloppe de reçu qu'elle portait comme un talisman. Elle pensa au visage meurtri de Cassie, à la façon dont il s'était interposé entre elle et le danger même lorsqu'elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Et elle pensa au sourire de Nana Akosua, un sourire qui prospérait sur le silence des autres. Elle prit son sac et quitta la maison d'hôte. Le bureau des archives publiques était bondé, comme toujours. Des gens attendaient, des dossiers serrés contre la poitrine, discutant à voix basse avec les employés, négociant avec le temps. Afua balaya la pièce du regard, les nerfs tendus. Une femme se tenait près du mur du fond. Plus âgée qu'Afua d'environ 10 ans. Habillée simplement mais proprement. Lorsque leurs regards se croisèrent, la femme hocha légèrement la tête. « Vous êtes Afua Azante, dit-elle, sans poser la question. « Oui. Je m'appelle Aman Kruma. Je travaillais chez Madame Abana. De nuit. » Le souffle d'Afua se bloqua. « Vous étiez là. » Ama hocha la tête. « Je nettoyais les couloirs. J'ai vu des choses. » Elles s'installèrent dans un coin plus discret. Les mains d'Ama tremblaient légèrement, mais sa voix resta ferme. La nuit où les bijoux ont disparu, Nana Akosua est entrée tard dans la chambre principale. Elle n'était pas seule. Kojo était avec elle. Le pouls d'Afua rugit dans ses oreilles. « Vous en êtes sûr? »« Sûr. J'ai vu la carte d'accès de Kojo utilisée après minuit. J'ai vu Nana Akosua porter quelque chose enveloppé dans un tissu. Quand ils m'ont entendu, ils ont arrêté de parler. »« Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda Afua,
plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Les yeux d'Ama se remplirent de larmes. Parce que j'ai des enfants. Parce que Kojo m'a menacé. Parce que Madame Abana n'aurait jamais cru une femme de ménage de nuit plutôt que sa nièce. Efua comprenait cette peur intimement. Elle hocha la tête. Pourquoi maintenant? Ama inspira. Parce que j'ai vu ce qu'ils vous ont fait. Et parce que Kojo a essayé de me faire taire hier. Il m'a proposé de l'argent pour quitter la ville. L'estomac d'Efua se tordit. Vous l'avez pris? Non. J'ai appelé le numéro que Cassie m'avait donné il y a des semaines. Il m'avait dit d'appeler si je voyais quelque chose de dangereux. Efua se figea. Ama continua. Il m'a demandé d'observer discrètement, de prendre des notes. Je ne savais pas qui il était. Juste qu'il s'en souciait. Un mélange d'émotions envahit Efua, colère, soulagement, confusion. Il ne me l'a pas dit, murmura-t-elle. Il ne l'a dit à personne, répondit Ama. C'est comme ça qu'il survit. Pendant 1 heure, elles assemblèrent les éléments qu'Ama avait conservés. Date, heure, nom, copie de journaux d'accès, une photo floue prise avec son téléphone montrant le lecteur de cartes de Kojo s'illuminant devant la chambre principale. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas suffisant seul. Mais c'était un début. Témoignerez-vous? Demanda Afua. Ama hésita. Si nécessaire. Mais seulement si je suis protégé. Afua hocha la tête. Je ferai tout ce que je peux. En quittant le bureau, son téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Cassie. Es-tu en sécurité? Elle pensa ignorer le message. Puis elle écrivit. J'ai rencontré quelqu'un. Elle a vu Nana Akosua et Kojo avec les bijoux. La réponse arriva instantanément. Où es-tu? Ils se retrouvèrent dans un petit café près du front de mer. Cassie arriva tendue, scrutant la salle avant de s'asseoir. Afua lui raconta tout, faisant glisser les notes vers lui. Le visage de Cassie se durcit en lisant. Cela confirme ce que nous soupçonnions. Kojo est l'exécuteur de mon oncle depuis des années. Nana Akosua est imprudente, utile parce qu'elle croit que les conséquences ne s'appliquent pas à elle. La mâchoire d'Efua se crispa. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la vérité. Quelque chose comme de la fierté traversa le regard de Cassie. Alors on fait ça correctement. Il expliqua les risques, comment son oncle contrôlait les récits, comment de fausses accusations pouvaient être utilisées pour enterrer des témoins gênants. Et si on échoue? Demanda Afua. Il ne l'adoucit pas. Alors ils essaieront de nous écraser. Toi, moi, tous ceux qui nous aident. Afua expira lentement. Ils ont déjà essayé. Ce soir-là, son téléphone sonna de nouveau. Nana Akosua. Efua fixa l'écran, un frisson lui traversant la poitrine. Elle laissa sonner 1 fois. 2 fois. Puis elle répondit. J'entends dire que tu racontes des histoires, dit Nana Akosua d'une voix douce. Je dis la vérité, répondit Efua calmement. Un silence. Puis un rire sec et cassant. Fais attention. La vérité coûte cher. Efua ferma brièvement les yeux. Le silence aussi. Elle raccrocha. Ses mains étaient stables. La peur vivait encore en elle. Mais elle ne la possédait plus. Elle avait choisi son camp. Les rumeurs atteignirent Afua Azant avant même le lever du jour. Elle se réveilla avec une douzaine de notifications illuminant son téléphone. Messages d'anciens collègues. Distants, est-ce connaissance. Numéros inconnus. Capture d'écran. Articles de blog. Discussions sur les réseaux sociaux. Son nom correctement et incorrectement orthographié répété avec une cruauté créative. Ancienne domestique démasquée comme chercheuse d'or. Une fille pauvre piège un homme riche avec des mensonges. Vol domestique lié à une liaison secrète. Efua s'assit au bord du lit, la respiration courte, faisant défiler jusqu'à ce que les mots se brouillent. Des photos avaient été extraites de nulle part. Des clichés flous près de l'arrêt de bus. Une image d'elle marchant à côté de Cassie. Des moments de gentillesse transformés en preuves de manipulation. Elle sentit la chaleur familière de la honte monter le long de son cou, l'instinct de se cacher, de s'excuser, de disparaître. Mais elle ne le fit pas. Elle posa le téléphone et joignit les mains pour s'ancrer. Voilà ce que fait le pouvoir quand il se sent menacé, se dit-elle. Plus tard, son frère Yao appela depuis Kumasi. Tout va bien? Tante dit que les gens parlent.
La poitrine d'Afua se serra. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'on dit que tu as volé. Que tu as des problèmes. Elle ferma les yeux. Écoute-moi. Je n'ai rien volé. Je te le promets. Un silence. Je te crois, dit Yao. Mais l'infirmière a dit que mes médicaments pourraient changer si le paiement n'arrive pas. Afua ravala difficilement. J'y travaille. Je ne te laisserai pas tomber. Ce soir-là, après une autre journée de refus et de portes fermées, Afua ouvrit son téléphone. Elle écrivit un seul message sur son propre compte. Pas d'accusation. Pas de nom. Seulement des faits. Je m'appelle Afua Azant. J'ai été accusé de vol sans preuve et renvoyé sans audience équitable. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas parfaite, mais je suis honnête. Je raconterai mon histoire quand il sera sûr de le faire. D'ici là, je demande simplement la dignité. Elle publia ces mots puis posa son téléphone. Les réactions furent partagées. Certains se moquèrent d'elle, d'autres l'ignorèrent, mais quelques messages se distinguèrent. De discrets mots de soutien venus d'inconnus qui reconnaissaient le langage de l'injustice parce qu'ils l'avaient vécu eux aussi. Ce soir-là, Cassie passa avec de la nourriture et des nouvelles. Mon oncle fait pression pour que je sois arrêté, dit-il. Publiquement. Demain. L'estomac d'Afua se noua. Sur quel motif? Des motifs fabriqués, répondit Cassie. Il veut me forcer la main. Afua le regarda fixement. Alors qu'il le fasse. Cassie fronça les sourcils. Et s'il t'arrête? Afua choisit ses mots avec soin. Il le fera au grand jour. Caméra, avocat, dossier. C'est là que les mensonges se fissurent. Cassie l'étudia, une lente prise de conscience dans les yeux. Tu veux dire, on ne l'empêche pas. On s'y prépare. On s'assure que la vérité soit prête quand le moment viendra, répondit Afua. Le silence s'étira entre eux, lourd et électrique. Tu ne devrais pas avoir à penser comme ça, murmura Cassie. Afua esquissa un sourire sans joie. J'ai appris il y a longtemps que penser comme ça est la seule façon pour des gens comme moi de survivre. Le lendemain matin, la nouvelle éclata tôt. PDG Cassie demi-interrogé dans une enquête pour fraude. Des sources évoquaient un détournement de fonds. Des véhicules de police furent aperçus devant son bureau. Les commentateurs spéculaient avec délectation. La ville bourdonnait. Afua observait depuis la maison d'hôte, le cœur battant. Quand l'appel arriva, il fut bref. Ils m'ont arrêté, dit Cassie calmement. Ça va. Afua ferma les yeux. J'arrive. Non, répondit-il fermement. Pas encore. Reste où tu es. Elle obéit, même si chaque instinct lui criait de courir. Elle fit les 100 pas, repassant mentalement tout ce qu'Ama lui avait montré, chaque détail susceptible de compter. Dans l'après-midi, des images circulèrent, Cassie escortée dans le hall d'un immeuble, menottée, visage composé. La photo se répandit rapidement, alimentant la machine à rumeurs. Afua sentit le poids de la situation s'abattre sur ses épaules. C'était le moment que Nana Akosua attendait, celui où la peur ferait taire les témoins. Afua prit son téléphone et appela Ama. C'est le moment, dit-elle. La voix d'Ama tremblait, mais tenez bon. Je suis prête. Au crépuscule, Afua se tenait près de la fenêtre, regardant la ville s'illuminer. Elle avait peur. Profondément, sincèrement peur. Mais sous cette peur, il y avait un noyau solide qu'elle ne se connaissait pas. On lui avait pris son travail. On lui avait pris sa réputation. On avait tenté de lui prendre sa voix. On ne prendrait pas la vérité. La ville s'éveilla aux sirènes et aux spéculations. À l'aube sur Accra, l'histoire était déjà figée en gros titres. Les écrans diffusaient l'image de Cassie admis escortée dans un hall, les mains menottées, le visage étrangement calme. Les commentateurs parlaient avec assurance de sources et d'initiés, bâtissant des certitudes sur des fondations de rumeurs. Afua Azant regardait tout cela depuis la maison d'hôte, les mains serrées autour d'une tasse de thé froid. Le doute familier la tiraillait et si rester immobile était plus sûr, puis elle se rappela la petite bourse de velours sous son matelas, la vérité plantée comme une arme. La sécurité ne lui avait jamais été offerte. Elle avait toujours été conditionnelle. Son téléphone sonna. « Il m'appelle » dit Ama, essoufflé. Des hommes sont venus à l'immeuble. Ils posent des questions sur les gardes de nuit. Le pouls d'Afua s'accéléra. « As-tu dit quoi que ce soit »
Je leur ai dit que je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais Kojo m'a appelé ensuite. Il a dit, si je parle, mes enfants paieront. Afua ferma les yeux, se ressaisissant. Tu as bien fait. N'y va pas seul. Reste où tu es. On bouge aujourd'hui. Où? Demanda Ama. Quelque part de visible. Là où ils ne peuvent pas te faire disparaître en silence. Après l'appel, Afua composa un numéro que Cassie lui avait donné. Un contact de confiance quand les institutions échouaient. Nous avons besoin d'une protection juridique pour un témoin. Aujourd'hui, dit-elle. Compris, répondit la voix. Je m'en occupe. À midi, la pression monta. Des numéros inconnus faisaient vibrer son téléphone. Elle les ignora. Puis Nana Akosua appela. Tu apprécies l'attention? Demanda-t-elle d'un ton amusé. J'apprécie la vérité, répondit Afua d'une voix posée. Un rire. La vérité est une histoire que racontent ceux qui ne peuvent pas se payer d'avocat. Alors tu devrais faire attention aux menaces que tu profères. Les histoires changent. On entendit le sourire de Nana Akosua au téléphone. Tu es courageuse. Ou folle. Peut-être les deux. Mais pas silencieuse. L'appel prit fin. Plus tard, Afua se tenait devant un modeste cabinet d'avocats près des tribunaux. Ama à ses côtés, les épaules tendues mais le regard clair. À l'intérieur, un jeune avocat nommé Kumansma écouta sans interrompre pendant qu'Afua exposait la chronologie. Accusations, preuves déposées, journaux d'accès, menaces. Ama ajouta ce qu'elle savait, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. C'est dangereux, dit Ku finalement. Mais juridiquement exploitable. Afua expira. Que fait-on? Nous demandons immédiatement une protection pour témoins. Et nous préparons des déclarations sous serment. Si cela devient public, tout doit être précis. Ama déglutit. Public. Votre sécurité augmente avec la visibilité, répondit Ku. Les intimidations prospèrent dans les pièces fermées. Afua serra la main d'Ama. Je serai avec toi. Dans l'après-midi, des rumeurs évoquèrent de nouvelles charges. Afua reconnut la stratégie, pression pour provoquer une erreur. Elle refusa d'en commettre une. Elle appela Yao. Je risque d'être occupé quelques jours. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, dit-il. Reviens saine et sauve. Je reviendrai, promit elle, malgré les doutes qui murmuraient. Au crépuscule, Afua et Ama sortirent du cabinet sous un groupe de caméras. Ama parla la première. Je m'appelle Ama Narko. Je travaillais de nuit chez Madame Abin Mensa. J'ai été témoin d'actes qui contredisent l'accusation de vol contre Efua Azante. Les questions fusèrent. Afua leva la main. Nous fournirons des déclarations sous serment par l'intermédiaire de notre conseil. Nous ne sommes pas ici pour alimenter les spéculations. Nous sommes ici pour rétablir les faits. Les réactions furent immédiates. Certains accusèrent Ama de mentir. Afua ne lut rien. Elle se concentra sur l'essentiel. Peu avant minuit, un appel d'un numéro inconnu. Retirez-vous. Ou le garçon à Kumasi manquera son traitement. Le sang d'Afua se glaça. Qui est-ce? Un ami de votre ennemi. Réfléchissez bien. Elle vérifia immédiatement l'état de Yao à l'hôpital et organisa une couverture d'urgence via les contacts de Ku. Puis elle nota soigneusement, menaces reçues, heure enregistrée. Le lendemain, sous la pluie, l'audience préliminaire se tint. Lorsque Ku présenta les déclarations sous serment, l'avocat adverse protesta vivement. Le juge écouta, impassible, puis déclara. Les déclarations seront versées au dossier. Et le témoin sera protégé. La nouvelle se répandit vite. Témoin clé. Preuve remettant en cause l'accusation de vol. Le récit se fissura. Le soir, Afua retourna à la maison d'hôte, épuisée. Demain exigerait encore plus de courage. Mais cette nuit-là, elle s'autorisa une vérité. Elle ne réagissait plus. Elle menait. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et la peur bouillie. Efua Azante se tenait sous des néons vacillants, le téléphone serré contre l'oreille, écoutant un médecin expliquer l'état de Yao en termes mesurés qui frappaient comme des coups. Son cœur s'était encore affaibli. Les médicaments ne suffisaient plus. L'opération n'était plus optionnelle. Nous devons la programmer dans les 48 heures, dit le médecin. Tout retard augmente le risque.
Efua le remercia et raccrocha, les mains tremblantes. 48 heures. Un délai à la fois terriblement court et insupportablement long. Elle s'adossa au mur, laissant le froid traverser ses vêtements, et ferma les yeux. Le monde se réduisit à des chiffres. Frais, date, risque qu'elle ne pouvait pas plier par la seule force de l'espoir. Elle appela d'abord Kumansma. « Existe-t-il un fonds d'urgence auquel nous pouvons accéder » demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. Ku soupira doucement. « J'ai essayé. Il y a des options, mais les approbations prennent du temps. Un temps que nous n'avons pas. » Efua hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Merci d'avoir essayé. » Ensuite, elle appela le service de facturation de l'hôpital, négociant comme elle l'avait toujours fait, demandant des plans de paiement, des reports, n'importe quoi qui pourrait offrir une chance à Yao. La réponse fut aimable mais ferme. Les procédures exigeaient un acompte. Les règles étaient les règles. Elle raccrocha et s'assit sur une chaise en plastique, le poids de la responsabilité appuyant sur sa poitrine. Elle pensa à la menace de Nana Akosua, à la voix qui avait mentionné Yao avec tant de désinvolture. Il savait où la frapper. Il l'avait toujours su. Son téléphone vibra. Un message de Cassie, transmis par la ligne sécurisée. « Comment va Yao ?» Elle fixa l'écran un long moment avant de taper. « Il a besoin d'une opération bientôt. » La réponse arriva rapidement. « Je peux l'organiser immédiatement. » Les doigts d'Afua restèrent suspendus au-dessus du clavier. L'offre était prévisible et c'était bien là le problème. « Non. Pause. Ce n'est pas de l'orgueil, Afua. C'est la vie de ton frère. » Sa gorge se serra. Elle répondit avec soin. « Je ne laisserai pas dire que je suis resté pour l'argent. Je ne laisserai pas ma vérité être échangée. » Les minutes passèrent. Elle imagina Cassie lire le message, comprendre le prix de son refus, même si cela lui faisait mal. Enfin, un autre message apparut. « Alors laisse-moi le faire sans que ton nom y soit lié. Pas d'annonce, pas de faveur. Juste de l'aide. » Afua ferma les yeux. Elle imagina des gros titres transformant la générosité en levier, sa dignité négociée dans des pièces où elle n'était pas invitée. Elle pensa à la voix fragile de Yao, « Je te fais confiance. » Elle tapa. Anonyme. Aucune trace vers moi. Aucune trace vers toi. C'est fait. Afua expira longuement, un souffle tremblant qu'elle retenait depuis trop longtemps. Cet après-midi-là, les arrangements avancèrent avec une efficacité surprenante. Une coordinatrice de l'hôpital appela d'une voix neutre et polie. Un donateur a couvert la compte. L'opération de votre frère est programmée pour demain matin. Afua posa la paume contre le mur pour s'ancrer. Merci. Aucun nom, s'il vous plaît. Bien sûr. Elle voyagea toute la nuit vers Kumasi dans un bus bondé. À l'aube, elle arriva, le corps endolori, l'esprit agité. Quand elle entra dans la chambre d'hôpital, le visage de Yao s'illumina d'un sourire qui lui serra le cœur. « Tu es venu. »« Toujours, » répondit-elle en lissant sa couverture. « Comment te sens-tu ?»« Nerveux, mais les infirmières disent que tout est prêt. » Elle hocha la tête, imposant le calme à ses traits. Elle ne parla ni des menaces, ni du don, ni des délais. Elle raconta des histoires simples, la pluie sur la ville, des gestes de bonté inattendus. Elle lui tint la main jusqu'à ce que les portes du bloc opératoire se referment. Les heures s'étirèrent. Afua resta droite, les mains jointes, respirant à travers la douleur de ses épaules. Elle pensa à Cassie, enfermée ailleurs, regardant une autre horloge. À Ama, protégée mais toujours vulnérable. À la mince frontière entre effondrement et courage. Enfin, une infirmière sortit avec un sourire. L'opération s'est bien passée. Il est stable. Les genoux d'Afua faiblirent. Elle se laissa tomber sur une chaise, les larmes brouillant sa vue, la gratitude l'envahissant comme une marée. Yao récupéra lentement mais sûrement. Lorsqu'il se réveilla, pâle et encore engourdi, il serra la main d'Afua. « Tu as tenu ta promesse. »« Toujours, » répondit-elle à travers ses larmes. Plus tard, son téléphone vibra. « Il va bien ?» demanda Cassie. « Oui. Je suis heureux. » Un mot si simple, lourd de tout ce qui restait tu. « Merci d'avoir respecté mes conditions, » écrivit-elle. « Merci de m'avoir fait confiance. » Le lendemain, Afua retourna à Accra le cœur plus léger mais la détermination plus lourde. L'aide anonyme avait acheté du temps,
pas la paix. Nana Akosua et le docteur Kofi ne s'arrêteraient pas. Elle non plus. À la maison d'hôte, Q l'attendait. La partie adverse tente de discréditer Ama. Ils attaquent sa crédibilité, ses motivations. Ils diront qu'elle a été payée, répondit Afua. Oui. C'est pourquoi ta décision compte. Nous continuons. Elle enregistra sa propre déclaration sous serment précise, factuelle, sans accusation non prouvée. Lorsque ce fut terminé, la pièce sembla plus solide, comme une fondation correctement posée. Un appel inconnu arriva. « Vous vous croyez intelligente » dit la voix lisse. « Vous pouvez encore arrêter tout ça. »« Mon frère est en vie » répondit-elle calmement. « Votre levier a disparu. » Silence. « Vous ne savez pas contre qui vous vous battez. »« Je sais qui je suis. » La ligne coupa. Dans une salle de détention à l'odeur de métal, Cassie lut la mise à jour de Q et expira lentement. Efua avait tracé une limite et l'avait tenue. Il envoya un dernier message. « Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. » Elle le lut sans répondre immédiatement. Elle laissa la chaleur de ces mots l'envelopper dangereuse, méritée. Le retour à Accra fut différent. Yao était stable. Chaque respiration n'était plus empruntée. Ce temps gagné affûtait tout le reste. Autour de la petite table, Q et Ama l'attendaient avec des dossiers ouverts. « Il faut combler les failles, dit Q. Vos déclarations sont solides. Mais le pouvoir ne tombe pas parce qu'il est embarrassé. Il tombe quand il ne lui reste plus d'espace pour mentir. »« Qu'est-ce qui manque » demanda Afua. « Une corroboration indépendante. » Ama inspira. Les journaux d'accès ne sont pas stockés uniquement sur le serveur de la maison. Ils sont sauvegardés par une société de sécurité. Kojo s'en vantait. Peut-on les obtenir? Avec une ordonnance du tribunal, oui. Sans cela, peu probable. Afua réfléchit. Qui a installé le système? Une entreprise appelée Brightshield, répondit Ama. Q hocha la tête. Si Brightshield conserve des sauvegardes indépendantes, nous pourrons les assigner lorsque le juge autorisera la communication des preuves. Et sinon? Alors nous trouvons quelqu'un qui connaît le système. Un souvenir traversa l'esprit d'Afua. Il y avait un technicien. Kojo Mensa. Il réparait les lecteurs de cartes. Il se plaignait que Kojo Badu utilisait l'accès maître à des heures étranges. Ils le retrouvèrent après des heures de recherche, dans une petite chambre aux murs écaillés. Il les écouta longuement. Kojo Badu avait des privilèges qu'il n'aurait pas dû avoir, dit-il enfin. Il accédait au couloir de la chambre principale tard la nuit et désactivait les alertes. Pouvez-vous le prouver? Il hocha la tête. J'ai conservé des copies des journaux de maintenance. Les documents confirmèrent l'usage de l'accès maître pendant la fenêtre du vol, alerte désactivée manuellement. Cela resserre l'étau, dit Q. La pression monta aussitôt. La partie adverse contesta la crédibilité de Kojo Mensa. Ama reçut une nouvelle menace. Afua lut le message sans trembler. Ils sont plus bruyants parce que nous sommes proches, dit-elle. Les documents furent déposés. Une requête pour préserver toutes les données de sécurité fut soumise. Le juge accorda l'ordonnance de préservation. Ce n'était pas un verdict, mais c'était une porte qu'on ne pouvait plus refermer en silence. Ce soir-là, pour la première fois, le nom de Nana Akosua devint tendance, non pas comme une rumeur, mais comme une question. Des commentateurs demandaient pourquoi ces relevés téléphoniques montraient sa présence à proximité de la maison tard dans la nuit en question. Pourquoi elle avait été vue entrant par le portail latéral. Pourquoi les identifiants de Kojo Badu correspondaient aux journaux d'accès. Efua ne célébra pas. Elle savait mieux que ça. À la maison d'hôte, elle s'assit avec Ama et Kojo Mensa pour expliquer la suite. « Ils vont essayer de vous faire peur, » dit-elle. « Ils vont essayer de vous acheter. Vous promettre des choses qu'ils ne tiendront pas. » Ama hocha la tête. « Je ne bougerai pas. » Kojo Mensa avala sa salive, puis hocha la tête à son tour. « Moi non plus. » Plus tard, Efua se tint seule près de la fenêtre, téléphone en main. Elle tapa un message qu'elle retenait depuis des heures. « Nous avons une corroboration. Des journaux indépendants. » La réponse arriva vite. « Je savais que tu la trouverais. » Efua hésita, puis ajouta. « Je ne fais pas ça pour toi. » Un silence. Puis. « Je sais. C'est pour ça que ça compte. »
La ville dormit d'un sommeil agité. Quelque part, le docteur Kofi a dit recalculer encore, comprenant que le sol sous ses pieds avait changé. Il pouvait encore tirer des ficelles. Il pouvait encore menacer. Mais le papier a une façon de se souvenir de ce que les gens tentent d'effacer. Efua s'allongea enfin, l'épuisement tirant sur ses membres. Demain apporterait la confrontation peut-être dans une salle d'audience, peut-être ailleurs. Elle ne savait pas. Mais elle savait une chose, la vérité n'était plus une rumeur. Elle avait du poids. Elle avait des témoins. Et elle marchait vers la lumière. L'arrestation eut lieu juste après midi. Efua Azant se tenait dans le couloir devant la salle d'audience 3 quand la nouvelle se propagea non par appel, ni par message, mais par une onde dans l'air. Les voix montèrent, les téléphones se levèrent. Un silence tomba, puis éclata en murmures pressés. Ils l'ont arrêté. Devant les caméras. Afua n'eut pas besoin de demander qui. Kazi Adi fut escorté à travers le hall du tribunal en plein jour, poignets menottés, encadré par des agents impassibles. La presse se précipita, micros tendus comme des lances. Il ne regarda personne. Regard fixe, mâchoire serrée, posture trop composée diront certains pour un homme accusé. Efua observa depuis le bord de la foule, le cœur battant. C'était le mouvement du docteur Kofi. Forcer le spectacle. Noyer la vérité dans le théâtre. Simplifier à nouveau l'histoire. Kumansa apparut à ses côtés. Ils ont déposé une requête d'urgence. Fraude, conspiration, obstruction. C'est agressif. Est-ce légal? À peine. Mais la légalité plie souvent sous pression. Son téléphone vibrait, message de soutien, message cruel. Elle les ignora. On attend ou on agit? Demanda Q. Attendre, c'était laisser le récit se figer. On agit. Dans la salle d'audience, la tension vibrait. L'accusation parla d'abord, ton assuré, récit bien répété. Ils évoquèrent les gros titres. Des sources. Des insinuations. Ils mentionnèrent Efua sans la nommer instigatrice, bénéficiaire, pion pratique. Elle resta immobile, les mains jointes. Quand Q se leva, la pièce se tut. Il démonta les hypothèses une à une. Il soumit le mémoire complémentaire. Il cita les journaux de maintenance. Il nomma Ama et Kojo Mensa comme témoins corroborants. Il demanda la poursuite immédiate de la communication des preuves et des mesures de protection. L'accusation protesta bruyamment. Ces témoins sont compromis. Ils ont des motivations. Q hocha la tête. Tout le monde a des motivations. C'est pour cela que nous nous appuyons sur les enregistrements. Le juge se pencha. Avez-vous examiné les journaux indépendants soumis ce matin? Un silence trop long. Nous sommes en train. Alors faites plus vite, coupa le juge. Ce tribunal n'ignorera pas une preuve parce qu'elle arrive au mauvais moment. Efua sentit un frisson d'espoir qu'elle s'efforça de ne pas montrer. À l'extérieur, le spectacle s'intensifiait. Les récits se divisaient. L'ancien récit résistait. Le nouveau s'élargissait. Nana Akosua appela. Encore. Encore. Efua coupa le son. Puis Kojo Badu arriva, escorté à son tour, confiance fissurée pour la première fois. Dans une salle plus petite, il nia brièvement. Les journaux étaient mal interprétés. Les alertes coïncidentes. Ama était rancunière. Kojo Mensa incompétent. Puis Q se leva. Vous avez déclaré que les alertes avaient été désactivées en raison d'une panne de courant. Correct? Oui. Q fit glisser un document. Ce journal de maintenance, signé par Kojo Mensa, indique une désactivation manuelle avec vos identifiants. Est-il falsifié? Je ne le reconnais pas. Peut-être reconnaîtrez-vous ceci. Il diffusa une courte vidéo granuleuse mais claire d'un lecteur de cartes s'illuminant dans le couloir de la chambre principale, horodaté dans la fenêtre du vol. Silence. N'importe qui aurait pu utiliser ma carte, dit Kojo. C'est vrai. C'est pourquoi nous avons vérifié les données de proximité. Les relevés téléphoniques placèrent le téléphone de Nana Akosua près du portail latéral au même moment. Un murmure parcourut la salle. Le juge rendit une ordonnance décisive. La communication des preuves se poursuivrait immédiatement. Toutes les données de sécurité seraient préservées. Les protections des témoins seraient maintenues. Kazi resterait détenu dans l'attente de révision,
mais les charges seraient examinées à la lumière des nouvelles preuves. Ce n'était pas la liberté. Mais c'était l'équilibre. Efua sortit au soleil de l'après-midi. Les caméras se tournèrent vers elle. « Je m'appelle Afua Azante », dit-elle clairement. « Je ne répondrai pas aux rumeurs. Je répondrai aux questions devant le tribunal avec des preuves. Je demande simplement que la procédure suive son cours. » Un journaliste cria. « Avez-vous manipulé le PDG ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai nourri un homme affamé. Si c'est de la manipulation, alors il nous faut un autre mot. » Un murmure parcourut la foule. Le soir, un blog anonyme publia une nouvelle accusation. Afua aurait secrètement accepté de l'argent pour l'opération de Yao. Des captures d'écran grossièrement falsifiées circulèrent. Efua sentit la brûlure familière. Q hocha la tête. Nous avions prévu cela. Il publia une déclaration de l'hôpital confirmant la structure anonyme du paiement, sans nom. Horodatages inclus. L'accusation s'effondra. Pour la première fois, les commentaires changèrent de ton. Qui bénéficie de ces mensonges? Pourquoi attaquer si violemment une employée domestique? Que cherche-t-on à cacher? Le lendemain matin, un calme tendu régnait. Plus de bavardage, un règlement de compte. À l'audience finale sur les preuves, Q parla sans emphase, chronologique, précis. Chaque élément posé comme une pierre. Quand Tama témoigna, sa voix était claire. Je suis ici parce que le silence est devenu plus dangereux que la vérité. Kojo Mensa confirma les journaux. Les gens oublient ce qu'ils font. Les machines s'en souviennent. Puis vint le moment. Nana Akosua Mansa fut appelée. Elle entra, menton haut, impeccablement vêtue, confiance maîtrisée. Pendant une seconde, Afua sentit l'ancien déséquilibre, le souvenir d'être renvoyée, réduite au silence. Puis elle inspira. La balance n'était plus inclinée. Puis Nana Akosua s'assit et les questions commencèrent. Ses réponses furent d'abord soignées, maîtrisées. Elle balaya les journaux d'un revers de main, s'indigna des accusations. Elle se présenta comme la victime d'une campagne de diffamation alimentée par la jalousie. Q attendit. Il attendit que Nana Akosua se contredise. Vous avez témoigné que vous n'étiez pas à la maison après 21h ce soir-là, dit-il d'une voix posée. Oui, répondit Nana Akosua. Q afficha les données de localisation du téléphone. Celle-ci place votre appareil près du portail latéral à 23h42. Le sourire de Nana Akosua se crispa. Les téléphones peuvent être égarés. En effet, répondit Q. C'est pourquoi nous avons également examiné les registres d'entrée des véhicules. Un temps. Il projeta une image fixe d'une caméra du portail, suffisamment nette pour distinguer une silhouette et une écharpe distinctive. La respiration de Nana Akosua se coupa. C'est du harcèlement. Le juge se pencha en avant. Répondez à la question. Q reprit. Êtes-vous entré dans la maison après 21h? Le silence s'étira, puis, doucement. Oui. Un frémissement parcourut la salle. Lorsque Kojo Badu fut enfin appelé, l'air sembla chargé d'électricité. Il paraissait plus petit désormais, son assurance précédente envolée. Sous serment, ses dénégations vacillèrent. Il parla de malentendus, évoqua des pressions, suggéra des erreurs d'interprétation. Q plaça les journaux de maintenance à côté des registres d'accès. Vos identifiants. Vos autorisations spéciales. Votre présence. La voix de Kojo baissa. On me l'a demandé. Par qui? Demanda sèchement le juge. Kojo avala sa salive. Son regard glissa une seule fois vers la galerie. Le docteur Kofi Adi était assis, immobile, expression impénétrable. Kojo expira. Par le docteur Kofi Ademi. La salle d'audience explosa. Le juge frappa son marteau. Silence. Afua sentit ses genoux fléchir, non de choc, mais de soulagement. La vérité venait enfin d'être dite à voix haute. Non murmurée. Non insinuée. Nommée. La séance fut brièvement suspendue pendant que le juge consultait les greffiers. Lorsque l'audience reprit, le ton avait complètement changé. Au vu des éléments présentés, déclara le juge, ce tribunal estime que l'accusation de vol contre Efua Azante n'est pas étayée et a été compromise par des fautes graves. Efua ferma les yeux, le souffle tremblant. En outre, poursuivit le juge,
Le tribunal ordonne l'abandon immédiat des charges liées à cette accusation et transmet les éléments concernant obstruction, coercition et conspiration aux autorités compétentes pour enquête pénale. Il regarda directement le docteur Kofi Ademi. « Vous n'êtes pas au-dessus de cette procédure. » La mâchoire du docteur Kofi se crispa. Il se leva lentement, toujours composé, mais le masque avait glissé. À l'extérieur, la nouvelle explosa. Le tribunal rejette l'accusation de vol. Des preuves impliquent du personnel et un dirigeant de haut rang. Un témoignage clé bouleverse l'affaire. Afua sortit sous la lumière du soleil. Les caméras se précipitèrent vers elle. Cette fois, elle ne recula pas. « Je m'appelle Afua Santé, dit-elle. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas comploté. J'ai survécu et j'ai dit la vérité. » Un journaliste demanda. « Leur pardonnez-vous » Afua marqua une pause. Le pardon n'était pas une mise en scène. « Je crois en la responsabilité, » répondit-elle. La guérison vient après. De l'autre côté de la ville, Kaziademi fut libéré en attendant l'examen complet du dossier. Il sortit du centre de détention sous les flashs des appareils photo. Il ne dit rien, regardant simplement vers le palais de justice où Afua se tenait. Leurs regards se croisèrent à travers la distance et le tumulte. Plus tard, loin des caméras, ils se retrouvèrent dans une cour silencieuse. Sans garde. Sans conseiller. « Tu l'as fait, » dit doucement Cassie. « Nous l'avons fait, » répondit Afua. Il hocha la tête. « Je suis désolé. Pour le mensonge, pour le risque, pour le prix à payer. » Afua l'observa. L'homme qu'il était devenu, non le déguisement qu'il avait porté. « Je ne me suis pas battu pour être sauvé, » dit-elle. « Je me suis battu pour être vu. »« Et tu l'as été ?» répondit-il. Le soir même, la lettre de démission de Nana Akosua fuit dans la presse. Kojo Badu fut placé en garde à vue pour interrogatoire. Le docteur Kofi Ademi se mit temporairement en retrait, son empire vacillant sous l'examen public. Afua retourna une dernière fois à la maison d'hôte, fit sa valise et regarda la ville s'apaiser dans la nuit. Le combat lui avait pris des fragments d'elle-même, mais il lui avait rendu quelque chose. Son nom, sa voix, son avenir. Le lendemain du jugement, Accra ne resta pas silencieuse. Les radios bourdonnaient, les bus transportaient l'histoire d'un bout à l'autre de la ville, les vendeuses de marché débattaient de justice avec l'autorité de l'expérience vécue. Pour certains, c'était un scandale. Pour d'autres, un avertissement. Pour beaucoup, un moment rare où le pouvoir avait été forcé de baisser les yeux. Afua se réveilla dans la petite chambre désormais vidée. Les messages affluaient, soutien d'inconnus, félicitations prudentes, excuses discrètes d'une ancienne collègue qui avait cru aux rumeurs. Elle en lut quelques-uns, puis posa le téléphone. Même le bruit positif pouvait étouffer la vérité si on le laissait faire. De son côté, Kiadami resta seul dans son appartement. Les conseillers appelaient. Le conseil d'administration exigeait des réunions. Il ignora tout pendant 1 heure. À la place, il écrivit une lettre à la main. Afua. Je te dois des excuses qui ne se cachent pas derrière des explications. Je t'ai menti sur mon identité. J'ai décidé à ta place au lieu de te faire confiance. Ce choix t'a mise en danger. Tu as survécu avec un courage que je n'avais pas mérité. Je ne demande pas le pardon. Je demande la chance de faire mieux, si tu me l'accordes. Qui? Ils se rencontrèrent par hasard ou du moins cela en avait l'air dans un jardin public près de l'ancien bureau de poste. Je me suis retiré, dit-il. Le conseil indépendant prend la direction pendant l'enquête. C'est nécessaire, répondit Afua. Il lui tendit la lettre. Elle la lut, puis la replia soigneusement et la lui rendit. Je ne veux pas d'excuses écrites à l'encre. Je les veux écrites dans les actes. Alors laisse-moi te le montrer. Les semaines passèrent. Afua fit officiellement effacer toute mention des accusations de son dossier. Sans astérisque. Sans condition. Elle retourna voir l'entreprise de nettoyage qu'il avait rejetée. Je ne suis pas ici pour un emploi, dit-elle calmement. Je suis ici pour que vous connaissiez la vérité. Nous aurions dû attendre, admit le responsable. Oui, répondit-elle. Vous auriez dû. Elle partit sans colère. La responsabilité n'exigeait pas l'amertume. Plus tard, elle retourna à Kumasi. Yao allait mieux, assis, le teint revenu. Tu as changé, dit-il. Je me sens différente, répondit-elle.
Sur le chemin du retour vers Accra, elle prit une décision. Elle voulait travailler pas comme symbole, mais comme professionnelle. Elle rejoignit une petite coopérative de services éthiques, contrats transparents, salaires équitables, embauche claire. Elle apprit la gestion, la planification, la conformité. Travail dur. Travail honnête. Elle en était fière. Pendant ce temps, Cassie fit ce qu'il avait évité pendant des années, il écouta. Il témoigna. Il remit les dossiers. Il finança un audit indépendant sans condition. Il laissa le processus le mettre à l'épreuve. Un soir, ils se retrouvèrent dans un café en bord de route. Chaise en plastique. Aucun secret. Je ne suis pas prête, dit Efua franchement. Je l'espérais, répondit Cassie. Elle sourit. J'ai besoin de savoir qui je suis sans crise. Et moi, qui je suis sans contrôle, répondit-il. Ils rirent doucement. Des mois plus tard, lorsque le docteur Kofi Ademi fut officiellement inculpé, Efua regarda la nouvelle avec calme. Ce n'était pas un triomphe. C'était un alignement. Le monde avait un peu plus de sens quand les actes rencontraient leurs conséquences. La coopérative d'Efua obtint son premier grand contrat. Elle embaucha 3 femmes de quartier semblables aux siens. Elle les paya correctement. Les forma avec soin. Les écouta. Un jour, Cassie vint aider comme simple bénévole. Chemise simple. Balai en main. Elle observa non son effort, mais sa patience. À la fin de la journée. Puis-je te raccompagner ? Demanda-t-il. Elle considéra la question et le respect qu'elle contenait. Oui. Ils marchèrent côte à côte. Égaux. Je ne veux pas être un chapitre que tu as dû survivre, dit-il plus tard. Je veux être quelqu'un qui se tient à tes côtés, si tu le choisis un jour. Efua regarda le ciel s'assombrir. Alors continue de te tenir là. Le temps décidera. Ce soir-là, elle écrivit à Yao. J'ai appris quelque chose. S'aimer soi-même n'est pas bruyant. C'est constant. Efua Azante s'endormit le cœur stable. Elle avait été pauvre. Elle avait été accusée. Elle avait été réduite au silence. Maintenant, elle était autre chose. Elle était libre de choisir. La vie n'enseigne pas toujours doucement. Parfois, elle dépouille tout réputation, sécurité, confort jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Le parcours d'Efua Santé nous rappelle que la dignité n'est pas accordée par la richesse, les titres ou l'approbation. Elle se revendique souvent à grand prix par ceux qui refusent d'abandonner leur humanité, même quand le monde les considère comme insignifiants. Efua n'a pas gagné parce qu'elle était protégée par le pouvoir. Elle a gagné parce qu'elle a choisi l'intégrité quand le silence aurait été plus sûr. Parce qu'elle a choisi la vérité quand le mensonge offrait un soulagement plus rapide. Parce qu'elle a compris que survivre sans respect de soi est une autre forme de perte. Sa bonté n'était pas une stratégie. Son courage n'était pas bruyant. Il était constant et cette constance a changé le cours de sa vie. Cette histoire nous rappelle aussi que ni l'amour, ni l'argent, ni l'influence ne remplacent la responsabilité. La transformation de Cassie n'a pas commencé lorsque son identité a été révélée, mais lorsqu'il a accepté que de bonnes intentions n'excusent pas des choix nuisibles. L'amour véritable ne sauve pas d'en haut. Il se tient à côté. Il écoute. Il apprend. Il attend. La guérison, comme la justice, ne peut être précipitée ni mise en scène pour les applaudissements. Elle se mérite par les actes. Peut-être que la leçon la plus puissante est celle-ci. Des personnes ordinaires, lorsqu'elles décident de dire la vérité ensemble, peuvent interrompre même les systèmes d'abus les plus solides. Ama. Kojo Mansa. Efua. Aucun ne détenait le pouvoir. Mais leurs voix, alignées avec les preuves et le courage, ont transformé un récit conçu pour les effacer. Dans un monde qui récompense souvent le silence et punit l'honnêteté, choisir de parler devient un acte d'espoir. Et parfois, une seule histoire suffit à nous rappeler qui nous voulons être.